Bonjour à tous et bienvenue à notre WebActu qui est consacré au CSE. C'est un dernier rappel des dispositions avant l'échéance du 31 décembre. Le CE, le CHSCT, les DP vont disparaître définitivement. Donc nous allons vous présenter cette WebActu pendant 30 minutes. 20 minutes seront consacrées à l'exposition de ces différentes dispositions et les 10 dernières à répondre à vos questions. Pour des raisons de confort pour l'ensemble des participants, nous avons désactivé les micros. Je me présente, je suis Catherine Kramar, manager au département social. Je vais recueillir les différentes questions que vous pouvez poser par le biais du module QNR qui se situe en haut à droite de votre écran. Et dès à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi choisir le mode plein écran qui est situé en bas à gauche. Une dernière information avant de commencer, vous pourrez bien sûr télécharger le support de présentation lors de votre déconnexion à cette WebActu. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à notre expert Amélie Guessière. Merci Catherine. Bonjour à tous. Alors oui, l'échéance approche, même si certains syndicats ont tenté de demander un report de cette date butoir du 31 décembre, mais la ministre du Travail a refusé en considérant que les 2 ans de transition ont été suffisants pour laisser aux entreprises le temps de s'adapter. Donc normalement, compte tenu de cette échéance du 31 décembre, vous êtes nombreux à avoir déjà engagé le processus électoral si les conditions d'effectif sont réunies. Donc c'est l'occasion de faire un petit rappel en introduction sur le décompte de cet effectif. Sachant que les nouvelles modalités de calcul des effectifs qui ont été introduits par la loi Pacte ne s'appliquent pas en matière de représentation du personnel. Donc la mise en place du CSE au 31 décembre n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Alors attention, ce n'est pas une moyenne annuelle, mais un décompte mois par mois. C'est-à-dire que depuis janvier dernier, l'effectif doit avoir atteint 11 salariés tous les mois pour que la mise en place du CSE soit obligatoire. Si l'effectif est retombé en dessous du seuil de 11 ne serait-ce qu'un mois, le décompte des 12 mois consécutifs repart de zéro et cela décale d'autant l'obligation de mise en place du CSE, comme vous pouvez le voir donc sur vos slides. Alors attention, ce calcul de l'effectif qui permet de déterminer si la mise en place du CSE est obligatoire n'est pas le même que le calcul de l'effectif qui permet de déterminer le nombre de représentants au CSE à élire. Pour déterminer ce nombre de représentants à élire, ce n'est pas un calcul mois par mois, cette fois-ci ni une moyenne, mais une photo de l'effectif de l'entreprise au jour du premier tour du scrutin, donc, ce qui implique de se projeter un petit peu en avance pour connaître cet effectif. Alors, je n'entre pas dans les détails techniques de calcul, mais n'hésitez pas à appeler SVP ou poser vos questions sur la plateforme pour qu'on vous réponde. Donc, en ce qui concerne maintenant les salariés à prendre en compte ou à exclure de l'effectif. Donc, il faut tenir compte des salariés en CDI de manière intégrale, des salariés en CDD, des intérimaires et des salariés mis à disposition par les entreprises extérieures. Alors, cela, on en tient compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents. Il faut aussi tenir compte des salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail. Alors, précisons qu'il n'y a pas lieu d'arrondir l'effectif pour cela. Alors, certains salariés ne doivent pas être pris en compte dans les effectifs, bien que titulaires d'un contrat de travail. Donc, il s'agit des alternants, c'est-à-dire des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, et des titulaires de certains contrats aidés. D'autres personnes, quand elles ne sont pas salariées, donc on ne doit pas en tenir compte dans le calcul des effectifs, il s'agit des stagiaires et des mandataires sociaux, sauf si ces derniers cumulent avec leur mandat un contrat de travail. Alors attention là encore, parce que certains salariés sont exclus de l'effectif, mais doivent être inclus dans l'électorat. Mais je développerai ce point un petit peu plus tard. Alors, il est très important de bien calculer l'effectif, car faire des erreurs de calcul pourrait conduire à une annulation des élections si cette erreur a une incidence sur les résultats des élections, ce qui est le cas si on est proche d'un seuil. Par exemple, si on est proche du seuil de 50 salariés et qu'on n'élit que 2 titulaires au lieu de 4, donc ça peut conduire à une annulation des élections, de même qu'à une condamnation pour délit d'entrave.
Une fois l'effectif calculé, le processus électoral peut se poursuivre. Donc je ferai des focus sur les principales questions qui peuvent se poser à l'occasion de la mise en place du CSE, mais aussi sur ses attributions et son fonctionnement. Alors, compte tenu de l'échéance du 31 décembre, si vous avez des mandats DP, CE en cours à cette date, ils expireront automatiquement. Si vous projetez donc d'organiser vos élections en décembre, vous devriez logiquement en ce moment être en train de finaliser la négociation de votre protocole préélectoral, compte tenu des différents délais imposés par les textes. Alors, je vous ai mis un petit rétro-planning indicatif. Je ne l'ai pas indiqué sur les slides, mais rappelons que les syndicats doivent être invités à négocier le protocole préélectoral 2 mois avant l'expiration des mandats. Et rappelons aussi que la réunion de négociation du protocole doit, quant à elle, avoir lieu au moins 15 jours après cette invitation. Après avoir négocié ou établi le protocole préélectoral, l'employeur doit établir les listes électorales par collège. Donc c'est la liste des électeurs de l'entreprise. C'est l'occasion de faire un petit focus sur la distinction entre la liste des effectifs, dont on a parlé tout à l'heure, et cette liste électorale. Pour déterminer cette liste électorale, il ne suffit pas de reprendre la liste des effectifs, comme on l'a calculé tout à l'heure. Il faut en retirer certains salariés et en ajouter d'autres. Parce qu'en effet, certaines personnes sont incluses dans l'effectif mais ne peuvent pas voter. C'est le cas des intérimaires, par exemple, et aussi des salariés en CDI qui viennent juste d'être embauchés, qui n'ont pas la condition d'ancienneté. D'autres salariés, au contraire, peuvent voter, alors même qu'ils ne sont pas inclus dans la liste des effectifs, dès lors que ces personnes remplissent par ailleurs les conditions d'électorat. Donc je pense aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation, et aussi les salariés en CDD de remplacement qui n'ont pas été pris en compte dans les effectifs. Alors, autre question récurrente qui se pose au moment des élections, plus précisément au moment de l'établissement des listes des candidats par les syndicats. C'est la question de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Alors, c'est un principe qui suscite beaucoup de difficultés d'application. J'ai déjà évoqué ces difficultés lors de la précédente WebActu, que vous pouvez d'ailleurs revoir en replay. Mais là, depuis la dernière fois, on a eu des précisions jurisprudentielles intéressantes. Donc, je rappelle que c'est au syndicat d'élaborer des listes de candidats composées d'un nombre de femmes et d'hommes qui correspond à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, et ce pour chaque collège électoral. Les listes doivent par ailleurs alterner les candidats femmes et les candidats hommes. Alors, comment appliquer ce principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en cas d'insuffisance de candidature? Il arrive en effet fréquemment qu'un syndicat n'ait pas autant de candidats à présenter que de sièges à pourvoir, ou alors pas assez de femmes, ou même pas assez d'hommes. Alors, la jurisprudence a précisé que dès lors qu'il y a plusieurs sièges à pourvoir au sein d'un collège mixte, il n'est plus possible de présenter des candidatures individuelles. En revanche, il reste possible de présenter des listes incomplètes, dès lors bien sûr qu'elles respectent la parité homme-femme et l'alternance. Donc, comme ça, les syndicats ne sont plus bloqués en cas d'insuffisance de candidature, mais ils restent quand même ennuyés s'ils n'ont pas assez de candidatures de femmes ou d'hommes. Alors, par exemple, dans un collège auquel il est attribué 10 sièges, qui est composé de 60% de femmes et de 40% d'hommes, pour se conformer au texte, une liste doit présenter 6 candidates femmes et 4 candidats hommes répartis en alternance, comme indiqué dans votre exemple. Alors, cette première liste est valable car elle respecte la proportion entre les hommes et les femmes et l'alternance. Alors, précisons à cette occasion que la liste peut débuter indifféremment par un homme ou par une femme. Alors, la liste serait également valable si, malgré les 10 postes à pourvoir, les syndicats présentaient seulement 6 candidats, voire même seulement 2 candidats, à condition que la parité homme-femme soit respectée, ainsi que l'alternance. En revanche, une liste qui ne comporterait qu'un seul candidat, un homme ou une femme, ne serait pas valable. Alors, pour terminer sur ce sujet de la parité, il faut préciser que ce principe de parité ne s'applique qu'au stade de l'élaboration des listes de candidats, si plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d'un même collège. Si un seul siège est à pourvoir au sein d'un collège, on n'a pas appliqué le principe de parité.
On n'a pas à l'appliquer non plus au stade de l'attribution des sièges. Les règles d'attribution des sièges, le quotient électoral notamment, peuvent très bien aboutir à ce que ne soient élus que des femmes ou que des hommes. Alors passons maintenant directement aux attributions du CSE, une fois que celui-ci est mis en place. Alors, je vous ai mis un petit mémo sur ces différentes attributions en fonction de l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n'exerce que des attributions réduites, qui sont proches de celles des anciens DP, donc présentation des réclamations, contribution à la promotion de la santé, etc. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE assume en plus de ces attributions réduites les attributions de l'ancien CE et de l'ancien CHSCT. Donc on parle d'attributions étendues. Compte tenu de la fusion des instances, le CSE exerce donc également les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Pour cela, le CSE est aidé d'une commission, la commission santé, sécurité et conditions de travail, dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Donc rappelons qu'auparavant, la constitution d'un CHSCT était obligatoire à partir de 50 salariés. Alors, de nombreuses questions se posent au sujet de l'articulation de cette commission avec le CSE et sur leur rôle respectif en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Donc, le principe, c'est que c'est le CSE lui-même qui exerce les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La commission n'est qu'une commission au service du CSE, sachant que le CSE peut quand même lui confier certaines attributions. Alors là, la question se pose de savoir s'il peut déléguer toutes ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission. Alors oui, le CSE peut très bien confier à la commission toutes ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Certains accords ont déjà prévu une telle délégation totale d'attributions. Alors attention quand même, parce que la seule chose que le CSE ne peut pas déléguer, ce sont ses attributions consultatives et les cas de recours à un expert. Donc on pourrait au contraire envisager une délégation réduite, donc que le CSE ne confie par exemple à la commission que la lutte par exemple contre le harcèlement. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, qui n'ont donc pas de commission santé, sécurité, conditions de travail, est-ce que le CSE pourrait décider que certains membres seront exclusivement dédiés aux missions santé, sécurité, conditions de travail, et donc recréer en quelque sorte une distinction entre les attributions CE et les attributions CHSCT? Alors non, ça n'est pas possible, en tout cas pas officiellement. Ce serait un délit d'entrave que de désigner tel ou tel membre comme exclusivement dédié aux missions santé, sécurité et conditions de travail, par exemple dans un accord sur le fonctionnement du CSE ou dans le règlement intérieur. Tous les membres sont destinés, compte tenu de la fusion, à exercer toutes les attributions. Mais bon, en pratique, il est certain que les membres du CSE se partagent les tâches en fonction de leurs compétences et de leurs attributions. Forcément, il y en aura qui seront plus spécialisés en santé. Passons maintenant aux questions sur le fonctionnement du CSE. À propos du nombre de réunions du CSE, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE est réuni au moins une fois par mois. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les parties peuvent librement décider du nombre de réunions annuelles, avec quand même un minimum de 6 réunions par an. À défaut d'accord, il est prévu donc une réunion tous les 2 mois dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés et une réunion mensuelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, au moins 4 réunions par an doivent être consacrées en tout ou partie aux questions santé, sécurité et conditions de travail. Alors une question souvent posée, c'est de savoir si ces 4 réunions santé doivent s'ajouter aux 6 ou aux 12 réunions annuelles du CSE. Alors non, ces 4 réunions ne doivent pas s'y ajouter. Elles peuvent légalement être incluses dans ces 6 ou 12 réunions annuelles. Mais l'employeur peut très bien organiser des réunions spécifiques sur ces sujets s'il estime qu'il manque de temps pour traiter de toutes ces questions. Alors, autre question fréquente, est-ce qu'il existe des délais de convocation spécifiques pour ces réunions santé, sécurité et conditions de travail? Alors, c'est une question qui se pose parce qu'auparavant, on avait des délais plus longs pour convoquer les membres du CHSCT. Il fallait en tout cas envoyer l'ordre du jour aux membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion. Avec le CSE, toutes les réunions suivent le même régime. Donc l'ordre du jour doit être envoyé aux membres
au moins 3 jours avant la réunion, qu'il s'agisse de réunions classiques ou de réunions où l'on traite des sujets santé, sécurité, conditions de travail. Alors, en revanche, il y a quand même 2 spécificités pour ces réunions santé. L'employeur doit informer annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et donc l'agent de la CARSAT du calendrier retenu pour ces réunions spécifiques à la santé. L'employeur doit également leur confirmer par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions. Toujours à propos de ces réunions, sur quoi doit porter la première réunion du CSE une fois que celui-ci est élu? Alors la question se pose surtout dans les entreprises d'au moins 50 salariés, parce que certains points doivent rapidement être abordés pour que le CSE puisse fonctionner normalement. Lors de la première réunion, il est nécessaire de procéder à la désignation du secrétaire et du trésorier, à la désignation du nouveau référent en matière de harcèlement. Alors, j'en profite pour dire que c'est obligatoire également dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il faut également valider l'affectation des budgets qui a été décidée par les anciens membres. Alors, d'autres points un petit peu moins urgents pourront être abordés ultérieurement, l'élaboration du règlement intérieur, la mise en place des commissions et la désignation du représentant au conseil d'administration ou à l'assemblée générale. Alors, la première réunion du CSE est également l'occasion pour l'employeur de remettre aux membres la documentation économique et financière sur l'entreprise. Cette documentation doit normalement être remise aux membres dans le mois qui suit l'élection, donc pourquoi pas le faire au cours de la première réunion. Pour terminer sur le sujet des réunions, rappelons que désormais les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence du titulaire. En revanche, les suppléants peuvent désormais bénéficier de crédits d'heures grâce au nouveau principe de mutualisation des heures de délégation. Alors, les heures de délégation sont toujours par principe réservées aux titulaires, mais les textes prévoient désormais que les titulaires peuvent chaque mois répartir leurs crédits d'heures entre eux et avec les membres suppléants. Alors, cette répartition ne peut quand même pas conduire l'un d'eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heure individuel. Donc, par exemple, dans une entreprise de 30 salariés, où 2 titulaires doivent être élus, chacun a un crédit de 10 heures de délégation. Chaque élu ne devra pas dans le mois dépasser le maximum de 15 heures, donc 10 fois une fois et demie. Donc un membre titulaire pourra partager avec l'autre 5 heures maximum de délégation. En revanche, un titulaire pourra donner ses 10 heures à un membre suppléant. Alors, il y a un formalisme à respecter pour ce partage, qui n'est donc pas automatique. Les membres titulaires doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties pour chaque mois, au plus tard 8 jours avant leur utilisation. Alors, parallèlement à cette mutualisation, il est aussi possible pour un titulaire d'utiliser cumulativement ses heures de délégation dans la limite de 12 mois, donc de les reporter. Alors là encore, l'application de cette règle ne peut pas conduire un élu à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heure de délégation. Et là encore, ce report n'est pas automatique. Le représentant doit informer l'employeur 8 jours avant. Mais jusqu'à quand peut-on reporter le crédit d'heure non utilisé? Il est simplement précisé dans les textes que les membres du CSE ont la possibilité de cumuler le crédit d'heure dans la limite de 12 mois, mais il est clair qu'il n'était pas dans l'esprit du législateur de permettre un report illimité de ce crédit d'heure. Donc il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit de 12 mois glissants, mais plutôt de 12 mois calendaires à compter de l'élection du CSE. Donc le compteur se remettrait donc à 0 à chaque anniversaire de l'élection du CSE. Donc par exemple, dans une entreprise toujours de 30 salariés, 2 titulaires sont élus au 1er janvier 2020, avec chacun 10 heures de délégation. Donc un membre titulaire du CSE peut utiliser jusqu'à 15 heures, donc 10 fois une fois et demie de crédit d'heure. En tout état de cause, il doit respecter une limite annuelle de 120 heures, donc 10 heures fois 12 mois. Il peut à l'inverse décider de n'utiliser que 5 heures au cours d'un mois considéré. Il pourra utiliser le reliquat dans la limite de 12 mois à compter de l'élection, donc jusqu'au 31 décembre 2020. À défaut, le reliquat sera perdu. Passons maintenant pour terminer au budget du CSE. Donc, comme le comité d'entreprise, seul le CSE des entreprises d'au moins 50 salariés dispose d'un budget de fonctionnement et d'un budget pour financer les activités sociales et culturelles. Alors, lors du passage au CSE, comment s'opère le transfert des budgets du CE au CSE? Est-ce que ce transfert est automatique?
Quelle formalisation nécessite-t-il? Et est-ce qu'il est possible à cette occasion de modifier les affectations existantes? Alors l'article 9 de l'ordonnance, dans sa version finale, prévoit que l'ensemble des biens des comités d'entreprise sont transférés de plein droit au CSE. Donc c'est un transfert automatique qui ne nécessite pas de convention. Les seules formalités prévues sont que lors de sa dernière réunion, le CE décide de l'affectation des biens dont il dispose, et ensuite lors de sa première réunion, le CSE donc décide à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues par le comité d'entreprise, soit d'affectations différentes. Donc tel qu'il est rédigé, l'article laisse la porte ouverte à des modifications d'affectation. Il n'y a pas encore de jurisprudence à ce sujet, mais la doctrine interprète ce texte comme permettant au CE de modifier les affectations des budgets. Le CE et même le CSE pourraient décider, selon la doctrine, de transférer une grande partie du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, par exemple en cas de réserves importantes qui n'ont jamais pu être utilisées. Alors, beaucoup d'entreprises se sont engouffrées dans cette brèche, mais malgré tout, cela ne semble pas dans l'esprit du législateur. Et en plus, il y aurait un risque de délit d'entrave si tout le budget de fonctionnement passait aux activités sociales et culturelles et que le CSE, dans ce cas-là, n'aurait plus de budget pour fonctionner. Voilà, merci de votre attention. Donc, je vous laisse poser vos questions. Merci Amélie, c'était très riche et dense. Nous allons désormais consacrer les 10 dernières minutes à répondre aux questions des participants. Alors j'ai relevé quelques questions. Une première question concerne le délai pour informer les salariés de l'organisation des élections du CSE. Il y a une confusion entre deux délais, 90 jours ou 45 jours. Alors c'est 90 jours, aujourd'hui en tout cas légalement. L'employeur a un délai de 90 jours maximum pour informer le personnel de l'organisation des élections, donc avant le premier tour. Alors la confusion avec les 45 jours vient du fait qu'avant la réforme, c'était un délai de 45 jours maximum. L'employeur avait 45 jours maximum pour informer le personnel de l'organisation des élections. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc ce délai de 90 jours maximum est un peu long. Donc on conseille d'informer les salariés environ 45 jours avant l'élection. Ça laisse suffisamment de temps à l'employeur normalement pour négocier le protocole, établir les listes électorales, etc. Merci Amélie. Une autre question concerne les entreprises de moins de 20 salariés. À défaut de candidature dans les 30 jours de l'annonce des élections du personnel, faut-il néanmoins établir un procès-verbal de carence? Alors c'est une bonne question, et une question qui se pose depuis la publication de l'ordonnance. Alors le Code du travail ne dispose pas expressément qu'on doit établir un PV de carence si on n'a pas eu de candidature dans les 30 jours, dans les entreprises de 11 à 20 salariés. Il est simplement prévu qu'à défaut de candidature, l'employeur n'a pas à inviter les organisations syndicales à venir négocier le protocole préélectoral. Donc, autrement dit, l'employeur devrait organiser seul les élections. Mais ce n'est pas la position qu'a adoptée l'administration, qui s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de l'établissement d'un PV de carence dans cette hypothèse. Donc, selon le ministère du Travail, à défaut de candidature dans les 30 jours, il faut bien établir un PV de carence. Merci Amélie. J'ai plusieurs questions concernant le protocole préélectoral et les formalités de publicité. Est-ce qu'il existe des formalités particulières de publicité de ce protocole? Non, il n'y a pas de formalité de communication à l'administration ni d'affichage dans l'entreprise. Alors, il faut quand même savoir qu'avant une ordonnance de 2014, il était obligatoire de transmettre le protocole à l'administration lorsqu'on modifiait le nombre de collèges. Aujourd'hui, il est simplement prévu qu'on doit transmettre le protocole à l'inspecteur du travail à la demande de celui-ci, si on modifie là encore le nombre de collèges. Mais en pratique, même s'il n'y a pas de formalité, l'employeur affiche souvent le protocole dans l'entreprise en guise d'information du personnel des modalités de vote. Ah oui, Catherine, je voulais aussi rajouter que même si le protocole ne doit pas obligatoirement être publié, il y a quand même une information contenue dans le protocole que l'employeur doit obligatoirement porter à la connaissance du personnel, c'est la proportion d'hommes et femmes par collège. Parce que c'est une information qui permettra au syndicat d'élaborer des listes de candidats conformes au principe de parité.
Merci Amélie pour cette précision. J'ai relevé aussi des questions concernant le crédit d'heure, notamment concernant un membre suppléant du CSE. Est-ce qu'il peut reporter sur le mois suivant le crédit d'heure qui lui a été donné par un membre titulaire? Non, 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 ça ce n'est pas prévu. Le report n'est prévu que pour les titulaires. Donc l'employeur pourrait très bien refuser un report par un suppléant des heures qui lui ont été données par un titulaire. L'employeur peut aussi prendre une position plus favorable et l'accepter. Mais à ce sujet, il serait intéressant dans le règlement intérieur, par exemple, ou alors l'accord sur le fonctionnement du CSE, de bien rappeler les règles sur ce partage des heures ou ce report pour pour que les élus soient conscients des règles et pour faciliter la gestion de l'employeur. Très bien. Alors, concernant la formation des membres du CSE, nouvellement élus, existe-t-il des droits, des règles nouvelles? Alors, il n'y a pas de règles nouvelles. Donc, je vais rappeler les règles qui existaient déjà pour le CE. Donc, il y a deux types de formations dont bénéficient les élus. D'abord, la formation économique, qui, elle, est réservée aux entreprises d'au moins 50 salariés et aux membres titulaires du CSE. C'est une formation qui dure 5 jours maximum et qui est financée par le CSE sur son budget de fonctionnement. Alors, il y a aussi la formation santé, sécurité et conditions de travail, qui bénéficie quant à elle à un public plus large parce que c'est pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, pour tous les membres du CSE, donc titulaires et suppléants, et pas seulement pour les membres de la commission santé, s'il y en a une dans l'entreprise. Cette formation, elle est financée par l'employeur et elle dure minimum 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés et minimum 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés. À ce propos, justement, Amélie, je vous invite sur les questions concernant la formation, sur la santé, la sécurité, les conditions de travail, à consulter les offres de notre partenaire Initiative et Prévention. Donc voilà, nous avons inséré un slide, donc on compte en parler effectivement à la fin de cette web actu avec leurs coordonnées. Donc si vous avez des besoins en matière de formation sur la santé, sécurité et conditions de travail, vous pouvez les contacter au numéro qui s'affiche. Merci Amélie. Donc revenons aux autres questions. Une question intéressante que j'ai relevée par rapport au bureau de vote, au temps qui est dévolu au bureau de vote. Est-ce qu'il existe légalement un temps? Est-ce que dans la pratique, 2 heures suffisent pour tenir le bureau de vote et pour finalement le temps du scrutin? Alors, il n'y a pas de durée légale de vote, d'ouverture du bureau de vote. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le temps de vote soit sur le temps de travail. C'est le protocole préélectoral, normalement, qui détermine cette durée de vote, les horaires d'ouverture du bureau de vote. Mais ces horaires doivent pouvoir tenir compte du fait que tous les salariés de l'entreprise puissent voter pour ne pas que les élections soient annulées. Alors, la durée d'ouverture dépend de l'effectif de l'entreprise, des horaires de travail, du nombre de sites géographiques de l'entreprise. Dans une entreprise, par exemple, qui travaille en équipe successive 3-8, 2 heures, ça paraît insuffisant. En revanche, si c'est une petite entreprise qui n'a qu'un seul site, 2 heures me paraissent pertinentes. Alors, nous avons encore le temps pour une ou deux questions. Doit-on inviter l'inspecteur du travail aux réunions du CSE qui ne portent pas sur des questions de santé et de sécurité? Alors déjà, l'inspecteur du travail, il est destinataire de tous les ordres du jour du CSE, donc il pourrait de lui-même s'inviter à toutes les réunions du CSE. Mais officiellement, l'employeur n'a à inviter l'inspecteur du travail qu'aux réunions qui concernent la santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions également de la commission santé. Merci Amélie. Encore une dernière question que j'ai relevée par rapport au point de départ des mandats quand les élections sont anticipées. Quel est le point de départ de ces mandats quand il faut anticiper les élections? Oui, alors ça c'est une question qui peut se poser justement à cette occasion quand les mandats expirent au 31 décembre du fait de l'échéance. Les entreprises anticipent un peu les élections, surtout pour ne pas tomber dans les fêtes de fin d'année.
Si les élections, le deuxième tour en tout cas, se déroule le 20 décembre, c'est vrai que normalement, c'est la proclamation des résultats qui fait démarrer le mandat des élus. Mais pas dans cette hypothèse. Lorsque les élections sont anticipées, le mandat ne commence à courir qu'à l'expiration des mandats précédents, donc au 1er janvier 2020, s'ils expirent le 31 décembre. Merci Amélie. Écoutez, le temps imparti à cette WebActu est terminé. Je vous remercie tous pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous loguer sur votre espace client dans la rubrique SVP Eco où vous pourrez trouver des réponses. Vous pouvez également, bien évidemment, contacter directement un expert. Et si vous n'êtes pas client, vous pouvez aussi poser votre première question qui est offerte directement sur le site svp.com. L'ensemble des questions pour lesquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre aujourd'hui feront l'objet d'une publication. Enfin, je vous invite à consulter les offres de notre partenaire Initiative et Prévention en matière de formation sur la sécurité et les conditions de travail. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.